Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qui me dit. Rentrons. Je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos: les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse qu'ils disent. Ou ça? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Il continue à s'admirer et c'est tout. Et c'est pas nouveau non plus. Des mots et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci, par-là, des petits. Bien fier alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens. Et puis, de fil en aiguille, sur le temps, où c'était écrit. Tiens, voilà un maître journal, le temps, qu'il me taquine, Arthur Ganat, à ce propos. Il n'y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté, et du tac au tac. Si donc qu'il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui, et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai, la race que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France, et puis c'est ça les Français. Bardamu, qui me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile, violés, volés et tripés, couillons toujours, il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on est passage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste, et puis voilà tout. Un petit malin, dans tous les cas, vous voyez ça d'ici, et tout ce qu'il y avait d'avancé dans les opinions. Tu l'as dit, Bouffi, que je suis anarchiste. Et la preuve la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prière vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or, c'est le titre. Et je lui récite alors. Un Dieu qui compte les minutes et les sous, un Dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout, le ventre à l'air, prêt aux caresses, c'est lui, c'est notre maître. Embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie, j'en suis, moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera à moi, bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte, et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis j'étais ému aussi, parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme, que j'ai convenu, conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère. On rame tous à tour de bras. Tu peux pas venir me dire le contraire. Assis sur des clous, même à tirer tous nous autres. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est le plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, suintant des rouspignols. Et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres, et qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux. On nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leur chapeau de forme, et puis ils nous mettent un bon coup de la gueule. Comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1, qu'on vous entende de loin.
Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus, nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est fait bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuve Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà Tipa que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi, que je crie à Arthur, et me voici parti à m'engager, et au pas de course encore. T'es rien, couillon, Ferdinand, qui me dit, lui Arthur en retour, vexé sans doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi, mais ça m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier, avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait dans les rues. Et puis devant les civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, les pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était faits, comme des rats. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval, et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça a coûté trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture, son ordonnance était partie avec, on ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au long sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs, au milieu comme nous, mais c'étaient 2 Allemands bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens tiraient là. Les Allemands aussi peut-être qu'ils savaient, mais moi vraiment, je savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne leur avais rien fait aux Allemands. J'avais toujours été bien aimable et bien poli avec eux. Je les connaissais un peu, les Allemands. J'avais même été à l'école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J'avais parlé leur langue. C'était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles et furtifs, comme ceux des loups. On allait toucher ensemble les filles après l'école dans les bois d'alentour, où on tirait aussi à l'arbalète et au pistolet, qu'on achetait même 4 marques. On buvait de la bière sucrée, mais de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler d'abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un abîme, trop de différence. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ressentais pas du tout, moi. J'avais pas dû m'en apercevoir. Mes sentiments toujours n'avaient pas changé à leur égard. J'avais comme envie malgré tout d'essayer de comprendre leur brutalité, mais plus encore j'avais envie de m'en aller, énormément, absolument, tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 millimètres, à 1 millimètre peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Ferme déserte au loin, des églises vides et ouvertes, comme si les paysans étaient partis de ces hameaux pour la journée, tous, pour une fête à l'autre bout du canton, et qu'ils nous eussent laissé en confiance tout ce qu'ils possédaient, leurs campagnes, les charrettes, brancards en l'air, leurs champs, leur enclos, la route, les arbres, et même les vaches, un chien avec sa chaîne, tout quoi. Pour qu'on se retrouve bien tranquille à faire ce qu'on voudrait pendant leur absence. Ça avait l'air gentil de leur part. Tout de même, s'ils n'étaient pas ailleurs, que je me disais. S'il y avait encore eu du monde par ici, on ne se serait sûrement pas conduit de cette ignoble façon. Aussi mal, on n'aurait pas osé devant eux. Mais il n'y avait plus personne pour nous surveiller, plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti. Je me pensais aussi, derrière un arbre, que j'aurais bien voulu le voir ici, moi, le déroulède dont on m'avait tant parlé, m'expliquer comment qu'il faisait, lui, quand il prenait une balle en plein bidon. Ces Allemands, accroupis sur la route, têtus et tirailleurs, tiraient mal, mais ils semblaient avoir des balles à en vendre, des pleins magasins sans doute. La guerre décidément n'était pas terminée. Notre colonel, il faut dire ce qui est, manifestait une bravoure stupéfiante. Il se promenait au beau milieu de la chaussée, et puis, de long en large, parmi les trajectoires, aussi simplement que s'il avait attendu un ami sur le quai de la gare, un peu impatient seulement. Moi d'abord, la campagne, faut que je le dise tout de suite, j'avais jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ces maisons où les gens n'y sont jamais, et ces chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre en plus, ça y pas tenir.
Le vent s'est élevé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous entourant de 1000 morts, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Le colonel, c'était donc un monstre. À présent, j'en étais assuré. Pire qu'un chien, il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves. Et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêtait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je? Et avec quel effroi! Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, fermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragés que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100, 1000 fois plus enragés que 1000 chiens et tellement plus vicieux. Nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur en quittant la place Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la salame héroïque et fainéante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir, sur le talus, des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menu, les ayant lues sans hâte, entre les balles. Dans aucune d'elles, il n'y avait donc d'ordre d'arrêter net cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise? Abominable erreur? Maldonne? Qu'on s'était trompé? Que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire, et pas des assassinats? Mais non! Continuez les colonels, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles, de la division, notre chef à tous, dont il recevait une enveloppe chaque 5 minutes par un agent de liaison, que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais on n'avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc, pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus, comme ça, sans même se voir, n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé sans doute par les gens sérieux, comme le tirage au sort, les fiançailles, la chasse à cour. Rien à dire. Je venais de découvrir d'un coup la guerre tout entière. J'étais dépucelé. Faut être à peu près seul devant elle, comme je l'étais à ce moment-là, pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous, et ceux d'en face, et à présent ça brûlait, comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc. Mais il n'était pas prêt de s'éteindre, le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être, et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant d'en face lui passerait entre les épaules. Il y a bien des façons d'être condamné à mort. Ah, combien n'aurais-je pas donné à ce moment-là pour être en prison au lieu d'être ici, moi, crétin? Pour avoir, par exemple, quand c'est si facile, prévoyant, volé quelque chose quelque part, quand il était encore temps. On ne pense à rien. De la prison, on en sort vivant, pas de la guerre. Tout le reste, c'est des mots. Si seulement j'avais encore eu le temps, mais je l'avais pu. Il n'y avait plus rien à voler. Comme il ferait bon dans une petite maison pépère, que je me disais, où les balles ne passent pas, ne passent jamais. J'en connaissais une toute prête, au soleil, au chaud. Dans un rêve, celle de Saint-Germain précisément, si proche de la forêt. Je la connaissais bien. Je passais souvent là-bas autrefois. Comme on change. J'étais un enfant alors, elle me faisait peur, la prison. C'est que je ne connaissais pas encore les hommes. Je ne croirai plus jamais à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent. C'est des hommes et d'eux seulement qu'il faut avoir peur, toujours. Combien de temps faudrait-il qu'ils durent leur délire pour qu'ils s'arrêtent épuisés, enfin, ces monstres? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer? Des mois? Des années? Combien? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde, de tous les fous, jusqu'au dernier. Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidai à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche, la suprême. Essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre, au moins dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à 2 pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez me demanderait-il. J'imaginais, très surpris bien sûr par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout, c'est qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive, quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, dégingandé, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisère, et puis tremblant et bien souillé de boue, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait et semblait éprouver comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau,
et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus? Les prévoyait-il comme moi? Qu'est-ce que c'est? L'arrêta net le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. De le voir ainsi, cet ignoble cavalier, dans une tenue aussi peu réglementaire, et tout foirant d'émotion, ça le courrouçait fort, notre colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident. Et puis, ce casque à la main, surtout, comme un chapeau melon, achevait de faire joliment mal dans notre régiment d'attaque, un régiment qui s'élançait dans la guerre. Il avait l'air de la saluer, lui, ce cavalier à pied, la guerre, en entrant. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde à vous, les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se doit dans ces cas-là. Il oscillait ainsi, raidi, sur le talus, la transpiration lui coulant le long de la jugulaire, et ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler, ou bien s'il pleurait. Nos Allemands accroupis au fin bout de la route venaient justement de changer d'instrument. C'est à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leur sottise. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes, et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. Le maréchal des logis Barousse vient d'être tué, mon colonel, qu'il dit tout d'un trait. Et alors? Il a été tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des étrappes, mon colonel. Et alors? Il a été éclaté par un obus. Et alors, nom de Dieu? Et voilà, mon colonel. C'est tout? Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain? Demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue, parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste et le pain. Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec. Mais alors un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite, du bruit, que je croyais bien que c'était fini, que j'étais devenu du feu et du bruit moi-même. Et puis non, le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête, et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un vous les secouait par derrière. Ils avaient l'air de me quitter, et puis ils me sont restés quand même, mes membres. Dans la fumée qui piqua les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour nous tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse, qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. C'était une bonne nouvelle, tant mieux que je me pensais ainsi tout de suite. C'est une bien grande charogne en moins dans ce régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. Chacun sa guerre, que je me dis. Ce côté-là, faut en convenir, de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose, cette guerre.